La première fois que nous avons parlé de Battle World, c'était dans la vidéo dédiée à l'histoire de Dr Doom. Une vidéo que je vous conseille bien évidemment et qui est encore actuellement ma vidéo préférée de la chaîne. Le concept peut sembler perché et compliqué au premier abord, mais c'est quelque chose qui va permettre et justifier la rencontre de personnages provenant de lieux totalement éloignés et complètement différents. Le multivers est la collection de toutes les réalités. Peu importe le nombre exact qui le compose, du moment que vous avez plusieurs réalités cohabitantes dans le même monde, entre guillemets, au sens large, comme par exemple le monde de Marvel, cela sera défini comme un multivers. Sauf que ce dernier est actuellement en train de mourir. Mais pourquoi cela? Car les réalités composant le multivers sont en train de rentrer en collision et provoquent donc leur anéantissement total. On appelle ça des incursions. Tels des dominos, les réalités se détruisent petit à petit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, mettant fin à l'existence et par extension, le multivers. Après, ne nous replongeons pas dans l'histoire et l'intrigue de Secret Wars car cela va complètement alourdir la vidéo et nous devons simplement nous concentrer sur le concept de Battle World. Mais grâce à une manœuvre et un pouvoir divin récemment acquis de par le scénario, Dr Doom, le puissant ennemi juré des 4 Fantastiques, va concevoir une réalité composée d'une drôle de planète dans le néant le plus total à partir des restes de ce qui compose et composait le multivers. À partir de l'anéantissement total, Dr Doom a pris les vestiges issus de la destruction ainsi que les derniers éléments qui n'avaient pas encore péri et les a fusionnés pour former un endroit, une planète qui va permettre la survie de ce qui aurait dû s'éteindre suite à l'effondrement des réalités. Et c'est tout simplement ça Battle World. Si on enlève le contexte et l'histoire, nous pouvons le résumer à on prend un petit morceau de Wakanda, un bout de New York de la réalité machin, une part d'Égypte, un coin de dimension issu de la réalité truc, puis nous assemblons le tout pour former un endroit. Le procédé est simple et surtout va permettre l'exploit de réunir tout le monde dans ce vaste univers qu'est Marvel Comics. Et ce, peu importe les personnages et d'où ils proviennent. Car oui, en réalité, le concept de Battle World et son existence, eh bien, c'est une recette qui est déjà connue dans la firme et qui, avant tout, a un but pratique et commercial. Et pour mieux appréhender tout ça, il faut se tourner vers la première édition Secret Wars parue en 1984. D'une manière bien moins poussée que l'édition de 2015, nous avons ici un drôle de personnage dénommé comme le Beyonder qui, à l'échelle d'un univers, va prendre des morceaux de planète pour former la première version connue de Battle World. Et comme son nom l'indique, c'est une planète pour la bataille. L'objectif du Beyonder est d'étudier les êtres exceptionnels du monde de Marvel de l'époque. Il va donc générer Battle World avec un petit morceau de planète par-ci, un petit morceau de planète par-là, puis téléporter tous les héros et les vilains connus de la firme au même endroit. Bon, sur le plan scénaristique, c'est quand même assez risqué, voire bancal quand on y pense. Car le Beyonder est créé juste pour le concept, il n'a pas de background, pas d'histoire, et il nous est présenté comme une entité incroyablement puissante comparée aux entités les plus impressionnantes de Marvel. Puisqu'il est capable de générer une planète issue d'autres et surtout de stopper les histoires de tous les personnages du monde de Marvel, juste pour sa fameuse expérience. Et pareil, concernant les héros et les vilains, c'est créer un aparté non nécessaire dans leur arc scénaristique, propre à chacun de l'époque, qu'il va falloir du coup par la suite justifier et rendre cohérent. Mais peu importe, car en réalité, le but véritable est de créer l'événement. Mattel, célèbre entreprise de fabrication de jouets, souhaite miser sur la production de figurines de super-héros. Et en collaboration avec Marvel Comics, ils ont pour objectif de donner naissance à un engouement et un événement pour créer la hype, ainsi qu'une inspiration pour la nouvelle gamme de jouets qu'ils sont en train de produire. Battle World a donc vu le jour grâce à une stratégie marketing, et c'est très important de le garder en tête.
En fait, même si Secret Wars de 2015 avait l'ambition de recréer et réadapter le concept à une échelle multiverselle, sans forcément vendre des jouets derrière, eh bien l'essence même de Battle World est quand même là, c'est son fondement, réunir tout le monde du monde de Marvel, tous les personnages iconiques et les lieux iconiques dans un même endroit pour créer l'événement. Surtout qu'en plus, au final, Secret Wars de 2015, par le biais de la destruction et la renaissance du multivers, et donc Battle World, avait pour objectif implicite de faire le ménage parmi les univers alternatifs instaurés par Marvel depuis des années, comme par exemple l'univers 1610, soit l'univers Marvel Ultimate, qui a pris en quelque sorte fin durant la saga Secret Wars. Bref, tout ça pour dire que Battle World est un concept avant tout stratégique et commercial. Beaucoup de fanservice peut être amené naturellement grâce à ce dernier, et c'est même voulu. L'idée est simplement et clairement de générer l'événement et le sensationnel. Mais comment faire du coup dans un cadre d'univers cinématographique? Effectivement, il va être temps désormais de passer au MCU. Avengers Secret Wars sera notre nouveau Avengers Endgame dans cette saga du multivers, le point culminant réunissant les 3 nouvelles phases, et par conséquent, en tant que film Secret Wars, cela sera bien évidemment l'adaptation, du moins dans les grandes lignes, de ce qui nous a été proposé dans les comics. Le multivers et son fonctionnement ont déjà été présentés. Les incursions, qui sont le moment où les réalités rentrent en collision, pareil. Les voyages entre les réalités commencent également à être de mise. Nous savons que Marvel va également adapter les événements de Times Run Out, et ont déjà commencé à le faire sous une certaine forme, et pour rappel, l'arc Times Run Out, ce sont les comics qui préparent Secret Wars de 2015. Et forcément, en tant que Secret Wars, Marvel Studios nous proposera leur version de Battle World, l'endroit où tous les vilains et tous les héros se rencontreront, et ce à travers tout le multivers. Cependant, est-ce que ce futur champ de bataille n'existerait pas déjà depuis un long moment? La série Loki nous a permis d'apprendre les rouages du multivers. Comment ce dernier fonctionne-t-il? Comment le TVA interagit avec ce dernier? Ce que sont les flux temporels? Comment créer de nouvelles branches? Etc. etc. Mais parmi tout ce lore, un élément de taille nous a été présenté dans l'épisode 5 de la première saison, et c'est le néant. Le Void dans le MCU se caractérise par un endroit situé à la fin des temps. Un endroit où le TVA envoie ce que les Minutemen ont brouillé ou reset, notamment ce qui est issu d'événements dits Nexus, censés donner naissance à de nouvelles branches. Mais ce qui est principalement intéressant concernant le néant, c'est sa nature, et Ravonna Renslayer l'explique d'ailleurs très bien. Where every instance of existence collides at the same point and simply stops. Le MCU, par le biais du Void, et donc la série Loki, a déjà commencé à nous préparer pour Avengers Secret Wars. Effectivement, ce que nous raconte Ravonna reprend quasiment mot pour mot l'explication de Reed Richards concernant le multivers dans l'arc Times Run Out, l'événement qui justement précède Secret Wars dans les comics. La nature de l'existence est conditionnée par la vie et la mort. Dans une timeline, il y a la naissance de l'existence et la fin de cette dernière. Le monde est né après la naissance de l'univers, et obligatoirement, ce dernier s'éteindra également avant la fin de celui-ci. Et ce traitement est le même pour les nombreuses réalités régissant le multivers. Quel que soit le nombre de réalités, elles finissent toutes par se retrouver à un moment précis, au même endroit et dans le même état, complètement éteintes à la fin de tout. Ravonna nous a donc révélé que le néant était cet endroit et ce moment. À la fin de tout ce qui existe, il y a le Void, l'endroit et le moment où chaque entité du multivers, et ce peu importe la réalité, peuvent se retrouver naturellement. Et le TVA a exploité ce concept pendant des décennies, des siècles, des millénaires. À l'origine, l'entreprise avait pour mission de gérer les anomalies,
les événements Nexus, comme ils les appellent, c'est-à-dire les moments et les personnes qui s'écartent du flux temporel sacré et qui donnent donc naissance à une nouvelle branche, un nouveau flux temporel. Et pour ce faire, ils ont un équipement adapté leur permettant de brouiller ces anomalies, notamment traduites ici par des sortes de charges de réinitialisation ou leur fameux bâton temporel. Sauf que comme nous l'a révélé Renslayer, une anomalie ne peut pas véritablement être détruite. Ce qui a été créé le reste. Et par conséquent, pour éviter les problèmes, ceux qui composent les événements Nexus sont à la place transférés dans un endroit où elles ne pourront plus croître, et c'est bien évidemment le néant de la fin des temps. Étant donné que la fin des temps ne peut être définie, selon le dogme des gardiens du temps, elle est toujours en cours d'écriture, eh bien cela veut dire qu'il n'y a rien derrière, pas d'histoire. Donc impossible de créer une nouvelle branche, puisqu'il n'y a pas de base sur laquelle partir. Donc les anomalies ne peuvent plus véritablement causer de problème là-bas, surtout qu'étant donné que nous sommes dans un néant, eh bien il y a aussi cette idée qu'il est impossible d'en sortir. Et je pense que vous commencez véritablement à voir où nous nous dirigeons. La série Loki est très intelligente dans sa narration. Et ce n'est pas pour rien que je vous dis que depuis ses débuts, elle nous prépare à Avengers Secret Wars. Dans le premier épisode de la première saison, et que l'on nous présente le TVA, les timesticks utilisés par les Minutemen nous sont vraiment montrés comme des armes de puissance. Au point que, dans l'épisode 4, lorsque Mobius ou même Loki se font brouiller, un état de choc nous envahit, car l'utilisation du timestick nous est associée à la mort. Sauf que, dès l'épisode 5, la vérité nous sera dévoilée. Et alors que le bâton temporel nous a été présenté jusqu'ici comme une véritable arme, elle devient automatiquement, à partir de ce moment, un outil. Un ticket permettant un aller simple jusqu'à la fin des temps. Et Sylvie va même s'en servir pour y aller. Le Void nous est alors présenté, la face cachée du TVA, une sorte de poubelle où se rassemble tout ce qui a été brouillé, et contre toute attente, alors que ce lieu nous a été montré comme hostile, Loki et ses variants nous ont montré qu'il était possible d'y survivre. Et accompagnés de Mobius, ils ont même réussi ce qui nous a été présenté comme impossible, y revenir. Pire que ça, lorsque la saison 2 est sortie, Ouroboros, qui est l'expert de tout ce qui concerne le temps et le TVA, nous apprend que se faire élaguer nous affranchit du temps. Et c'est le cas. Lorsque quelqu'un se trouve dans le Void, il est libéré de l'emprise du flux temporel. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs à celui qui demeure d'errer si longtemps et d'expérimenter ses plans. Si l'on dézoome et que nous regardons la situation d'une manière plus globale, se faire élaguer, qui nous a été présenté comme une menace ultime dans la série Loki, devient à terme une situation complètement banale, voire une situation même bénéfique. Et c'est à partir de ce moment que l'excitation commence. Si effectivement tout est destiné à disparaître, ce qui est bien évidemment le cas, mais que tout comme dans les comics, la fin est précipitée par la guerre multiverselle à venir et les nombreuses incursions prévues à cet effet. Comment s'en sortir? Eh bien le lieu est tout trouvé, le néant à la fin des temps. Si nous revoyons notre définition de l'endroit ou un descriptif, nous pouvons finalement nous rendre compte que ce dernier est même plutôt salvateur pour le récit. De par sa présence située à la fin des temps, donc à la fin de tout ce qui existe, le néant est hors chronologie et hors timeline. C'est un endroit qui n'est pas régi par le temps et qui n'a aucun impact sur l'histoire, d'où le fait que tout ce qui a été brouillé y est envoyé. Ce qui veut dire que lorsque les réalités seront détruites à cause des incursions et de la guerre multiverselle, le seul endroit vivable encore existant sera le Void. De plus, si l'on s'intéresse au contenu du Void, eh bien un néant à l'origine, c'est quand même associé à la notion d'absence, une valeur dite nulle. C'est le principe du vide, quoi. Après tout, nous sommes à la fin des temps, là où toutes les réalités sont censées avoir disparu. Sauf que
Ce n'est plus le cas désormais à cause du TVA. De par l'utilisation excessive de leur équipement pour élaguer les événements Nexus, le TVA a finalement donné naissance à quelque chose au sein du néant. Par le biais des bâtons temporels, ils ont envoyé dans le néant d'innombrables personnes. Mais par le biais des charges reset, ils élaguent des morceaux de chronologie, des moments d'histoire entiers qui se retrouvent dans le néant. Et là, c'est l'illumination. Depuis toutes ces années, le TVA a façonné inconsciemment, grâce aux événements Nexus au sein de tout le multivers, un nouvel endroit, morceau par morceau, où les gens retrouvés à cet endroit tentent par tous les moyens de survivre. Tout comme Battleworld, nous retrouvons un monde assemblé comme des Lego, avec des segments entiers de villes, de buildings, d'Égypte, et tous les biomes ne nous ont pas encore été tous présentés, comme nous le prouve le trailer de Deadpool 3. Et nous pourrions même dire que tout comme un univers apocalyptique, la nature au fil du temps a repris ses droits sur tous ces lieux mythiques. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le lieu est truffé de références géographiques, ou même des références du lore de Marvel venant de tout le multivers, comme le phare d'Alexandrie, le Sphinx et la grande pyramide de Gizeh, le pont de San Francisco, ou même du coup concernant Marvel, l'hélicoptère de Thanos, le casque de Yellow Jacket, la statue du tribunal vivant, l'héliporteur d'Hydra, etc. etc. j'en passe et des meilleurs. Et si nous voulons aller encore plus loin, je dirais même que la saison 2 de Loki a permis implicitement de stopper l'évolution de cet endroit. Étant donné que le TVA, qui a maintenant changé, souhaite laisser libre cours aux branches et au multivers, nous allons avoir désormais une sorte de Battle World établi géographiquement, et dont les acteurs principaux seront les personnages brouillés et les derniers survivants de la guerre multiverselle, qui d'ailleurs, à l'issue de l'effondrement total du multivers, symboliseront l'héritage pour chacun de leur univers qui a été détruit. Battle World, dans Secret Wars de 2015, est une véritable carte géographique gérée par des barons attitrés par le dieu empereur Dr Doom lui-même. Par exemple, nous avons la présence d'un morceau d'Égypte qui sera géré sous le commandement de Khonshu de l'univers 51 910. Nous pouvons également retrouver une sorte de Groenland dirigé par le Red King, un variant de Thaddeus Ross, le Hulk rouge de l'univers 71 612. Il y a aussi la Spider Island, dont le baron est le Spider-Man de la réalité 19 919, l'île d'Agamotto gérée par notre Doctor Strange, le 616, etc. etc. You do well to respect the boy. This is his kingdom. Dans la série Loki, le classique Loki nous mentionne que nous sommes dans le royaume de Kid Loki. Et pour cause, les survivants du Void se rassemblent, s'embrouillent, se font la guerre, et comme l'humanité nous l'a toujours montré, il y a besoin de leaders, d'appartenance à un groupe. Nous sommes dans de la survie. Et Battleworld, avant l'arrivée et l'auto-proclamation de Dr Doom comme leader de l'endroit, c'était un royaume déchiré par la guerre et la survie. Et c'est exactement ce qu'est le Void actuellement, additionné à la menace planante que symbolise Alaios. Au moment où je vous parle, Deadpool & Wolverine n'est pas encore sorti. Mais tout comme le montre son trailer, il y a possibilité de nous montrer comment des gens vivent au sein du néant. Et comme le démontre leur accoutrement et l'endroit, se rapprochant d'une vibe à la Mad Max, nous pourrions découvrir leur survie délimitée par des secteurs, des regroupements, et dont la direction serait gérée par des sortes de pseudo-leaders. L'épisode 5 de Loki nous l'a montré. Nous avons fait face à un rassemblement de Loki qui tente tant bien que mal de survivre et dont la direction est un sujet de discorde et de conflit parmi eux. I betrayed you, and now I'm king. Et par extension, bien évidemment, tout comme le but d'origine de Battle World dans les comics, qui est de générer l'événement et justifier le fanservice, ce sera le moyen de nous amener, voire nous ramener les entités fortes et charismatiques du monde de Marvel. Ce sera le moyen de justifier la présence canonique de mutants absents de l'univers 616. Ce sera le moyen d'avoir la présence naturelle d'un multiple du même personnage. Ce sera le moyen de donner naissance à un tout nouvel univers où toutes les entités issues de réalités différentes et qui symboliseront du coup l'héritage de ces dernières pourront
cohabiter. Mais au milieu de tout ça, est-ce que Marvel aura l'ambition de nous apporter un leader ultime pour cet endroit? Un personnage qui comprendra l'importance du Void au crépuscule de la guerre multiverselle. Quelqu'un qui imposera son règne et dont les restes du multivers seront sous son contrôle. Ce qui est en tout cas certain, c'est qu'Alaios aura un rôle clé dans tout ça. Né des déchirures de la réalité, telle une représentation physique des conséquences de la guerre multiverselle et des nombreuses manipulations des réalités, il est l'arme ultime du néant, placée là volontairement par celui qui demeure. Alaios a été une arme, un outil permettant d'annihiler les concurrents du conquérant, et est désormais assigné en tant que gardien permettant d'agir comme menace constante dans le néant, tout en protégeant la porte d'entrée vers là où était située la citadelle de la fin des temps, et où désormais siège Loki en tant qu'Atlas du monde cinématographique de Marvel. Tout comme les nombreuses évolutions scénaristiques proposées dans la série Loki, Alaios nous est présenté à l'origine comme une menace principale du Void, avant d'être vulgarisé comme un animal par les variants de Loki. À terme, il nous sera montré qu'Alaios peut être manipulé avant que finalement celui qui demeure nous explique qu'il peut remplir la fonction d'outil ou d'arme si vous préférez. Quand Renslayer arrive malgré elle dans le Void et qu'elle se retrouve face à Alaios, c'est une nouvelle fois un moyen de bien outiliser l'avenir. Ravonna, scénaristiquement, est simplement intéressée par le pouvoir. Toute son évolution dans la série Loki traduit cette soif de suprématie. La faire rencontrer Alaios d'un air déterminé à la fin de la saison 2 permet donc de nous dévoiler deux informations importantes. Alaios symbolise le pouvoir dans le Void, et quelqu'un d'autre, à part celui qui demeure, aura pour objectif de se servir du monstre tempête. Bien évidemment, Ravonna ne sera pas la menace ultime de ces 3 nouvelles phases, mais c'est un premier pas. Une première prise d'information sur ce que Marvel souhaite développer. À voir du coup ce qu'il en sera dans Deadpool 3, puisqu'Alaios sera dans le film, mais l'entité sera une arme et un objet de convoitise qui peut permettre la prise de contrôle totale du Void. Et sur ce, je vous propose que l'on s'arrête ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous avons vraiment bien exploré le concept de Battle World. J'ai essayé d'aller le plus profondément possible. Et nous pourrions continuer comme ça pendant des heures, mais cela pourra faire l'objet de prochaines vidéos. J'étais vraiment ravi de vous proposer une nouvelle grande théorie comme celle-ci. Et il faut le préciser, mais je vous avoue que cette idée de Void égale Battle World, eh bien, cela a émergé dans mon esprit durant le trailer de Deadpool 3. Cependant, je me suis rendu compte que je suis très loin d'être le seul à y avoir pensé, et je suis encore plus loin d'être le premier à en avoir parlé. Je vous ai donc proposé ici ma vision personnelle complète de ce concept, et mes idées et mes propres analyses. N'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas non plus de me partager en commentaire vos ressentis, c'est très important, j'adore vous lire. Et puis surtout, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Surtout qu'en plus, du lourd devrait arriver quand même. Les amis, c'était Argorock, merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout, et voilà, allez, ciao tout le monde.